première des choses, c'est de bien réaliser que l'intelligence artificielle n'est pas le fait de quelques entreprises qui en produiraient, mais c'est vraiment quelque chose qui, dès maintenant, concerne toutes les entreprises et notamment dans la manière dont elles opèrent. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses au niveau des... En fait, une fois qu'on s'est dit ça, on se pose la question de comment est-ce qu'on l'implémente. Et il y a une grande dimension qui est la première, en fait, qui est la dimension des données. C'est-à-dire à partir de quelles données est-ce qu'on va pouvoir entraîner ces intelligences, ces moteurs d'intelligence artificielle. Et il devient stratégique pour les entreprises de ne pas être dépendants de tiers pour arriver à collecter les données qui vont leur permettre d'améliorer leur intelligence artificielle. Donc il y a un réflexe naturel de les collecter. C'est ce qu'a fait le succès de Criteo, par exemple, qui est une société que j'ai accompagnée pendant un certain temps. C'est vraiment de pouvoir collecter naturellement les données des utilisateurs dans l'utilisation de leurs services. De la même manière que Google le fait, Facebook le fait, etc. Donc il y a un premier sujet qui est de pouvoir les collecter soi-même, mais souvent on ne peut pas, et surtout on est très en retard par rapport aux Américains et aux grandes plateformes pour pouvoir le faire. Donc se pose la question de comment est-ce qu'on peut, à partir de toutes les données qui existent déjà et qui sont en accès libre, avoir créé sa propre stratégie d'aller récolter des données non structurées qui sont disponibles et qu'on peut arriver à clusteriser, à formater, à intégrer de manière à pouvoir les utiliser pour entraîner ses propres moteurs, voire même de créer ses propres données. Vous en parliez pour le jeu de Go, mais fondamentalement, on en est maintenant aussi à se dire et avoir des techniques pour, soit à partir de données déjà existantes, en faire hériter beaucoup de modèles et beaucoup de dérivés pour être sûr de couvrir tous les cas de figure, soit bien en créer même de manière complètement synthétique ses propres jeux de données. Mais il y a un enjeu pour chaque entreprise de pouvoir être en contrôle de l'accès aux données, voire de la création, de la récolte, de la création, de la structuration des données qu'elle va chercher pour pouvoir mettre en place cette stratégie d'intelligence artificielle. Le deuxième point crucial, c'est vraiment de pouvoir faire cette alchimie, c'est-à-dire que c'est vraiment comme des recettes de cuisine. Aujourd'hui, la plupart des algorithmes d'intelligence artificielle sont connus. Le vrai sujet, c'est de savoir comment est-ce qu'on va les intercaler, où est-ce que nous, on peut, comment est-ce que finalement on a une stratégie interne-externe, c'est-à-dire de prendre à l'extérieur certains algorithmes qui peuvent déjà être connus, en développer d'autres en interne, les agencer de telle et telle manière. C'est un peu comme des chefs de cuisine, où il y a toutes ces données qui sont des ingrédients, et comment est-ce qu'on peut les utiliser de la bonne manière, et à partir des mêmes ingrédients, on peut avoir une superbe recette ou un truc un peu miteux. Donc il y a un vrai sujet aussi qui est de trouver les gens et les talents qui savent, qui sont ces cuisiniers, ces chefs, pour arriver à bien utiliser et mettre en place ces stratégies d'intelligence artificielle. Et l'un des grands problèmes que les entreprises ont, c'est que ce sont des compétences rares. Donc elles sont très chères. Donc aujourd'hui, pour arriver à articuler une vraie stratégie d'intelligence artificielle, il faut beaucoup d'argent, parce qu'il n'y a pas de talent qui soit en capacité de vraiment maîtriser toutes ces techniques de manière aussi large qu'il en faudrait. Un certain nombre de choses et qu'il faudrait arriver à garder en tête. Un autre courant très important dont on a parlé, qui est de se dire, et qui relève aussi d'une stratégie d'entreprise, à quel point est-ce qu'on délègue la décision à la machine et à quel point est-ce qu'on la laisse à l'humain. Et il y a notamment deux domaines dans lesquels les frontières sont grises, entre productivité, c'est-à-dire la machine prend la décision, ou bien humanité, il y a un jugement humain à faire ou un accompagnement à faire. Ce sont la santé, évidemment, si on a un diagnostic extrêmement sévère ou si on a, avec tous les progrès en génétique, des parcours et des probabilités très élevées de développer des maladies incurables. Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il peut se poser la question de comment est-ce qu'on décide d'opérer, de ne pas opérer, d'annoncer, de ne pas. Donc il y a des vraies problématiques entre qui prend la décision dans les domaines de la santé et dans le domaine militaire. Et ce qui est fascinant, c'est que dans les années 50, il y avait Isaac Asimov qui disait dans les lois de la robotique, la toute première, c'était « A robot should never harm a human being ».
Et aujourd'hui, on a des drones qui tuent des gens et on ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était bien ou pas. Donc il y a un manque de gouvernance internationale sur ces notions d'éthique à l'ère de la robotique, à l'ère de l'intelligence artificielle, qu'il est extrêmement important de combler rapidement. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas d'harmonisation de tous ces sujets-là, il n'y a pas de discussion, il y a un éveil, notamment sur ces questions de quel doit être le rapport entre les hommes et les machines, à quel point est-ce qu'on va déléguer aux machines ou aux robots, par exemple, la prise en charge des vieux dans les hôpitaux, ou des autistes, etc. Donc il y a des grandes questions sur de quelle manière est-ce qu'on doit réguler les hommes et les machines, qui finalement, au fond du fond, se pose la question des rapports humains, des rapports homme-homme. Quelle est la société dans laquelle on veut vivre? C'est-à-dire que la technologie n'est pas une fin en soi, elle est au service d'un projet de société. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Donc se pose la question préalable, avant même la régulation homme-machine, des relations humaines. Et notamment ça, mais ce qui est fascinant de mon point de vue, c'est que les gens sont très inquiets d'une nouvelle dépendance qui serait créée aux machines, mais ils ne voient pas une chose, c'est que la première dépendance de l'espèce humaine, c'est la planète, et qu'aujourd'hui, c'est celle-ci qui est en danger. Et donc, la vraie régulation qu'on doit avoir en tête, c'est une régulation homme, machine, planète. Les machines sont dépendantes de la planète et de ressources naturelles. Les hommes sont dépendants de la planète, et c'est ce triptyque-là qu'il faut avoir en tête. Ignorer les aspects écologiques, environnementaux, à l'heure où aujourd'hui la blockchain consomme autant d'énergie que le Danemark, c'est une erreur fatale. Donc ce qui est important, je pense, c'est d'intégrer, de réintégrer dans toute cette dimension de régulation et dans cette manière de penser, l'écosystème humain, de réintégrer les vrais éléments finalement qui contribuent à notre société aujourd'hui, qui sont la planète, les hommes et les machines. Voilà, merci beaucoup.